Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec une entreprise de croissance, atypique dans les métiers du conseil. Je suis avec les deux fondateurs ou deux des fondateurs du cabinet Et Advisory, son directeur général, Eric Demuit, et son directeur général délégué, Alexis Karkling. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et on va revenir un petit peu sur cette folle échappée sauvage, cette folle construction qui a été Et Advisory avec certains succès. Vous allez pouvoir nous rappeler. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de comprendre comment vous avez structuré ce cabinet de conseil un peu atypique, alors qu'on dit souvent que les métiers de conseil, ça ne scale pas. Alors ça ne scale pas, mais vous étiez à zéro il y a 15 ans. Vous êtes né en 2008, je crois. Et puis aujourd'hui, vous faites déjà 140 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année en cours et 113 l'année dernière, donc une très belle croissance. Donc expliquez-nous un petit peu les secrets de ce succès, et peut-être en commençant par vos métiers, Eric. Quels étaient les métiers initiaux et aujourd'hui, quels sont vos métiers? On a commencé en 2009 en fait sur deux métiers principaux qui étaient la restructuration. On était en plein boom en 2009 et le métier de la transaction qui souffrait pas mal en fait à cette période-là, mais on était persuadé en fait que ça allait revenir en termes à la fois de volume et en termes de valeur. C'est bien ce qui s'est passé. Donc de 2009 à 2016, on a connu une croissance en continu avec des chiffres supérieurs à 20% chaque année. On est arrivé à 150-200 personnes et ensuite on s'est étendu en fait sur d'autres métiers. Donc dans notre vision à l'origine, on devait faire du métier de la finance, mais aussi du métier opérationnel. Donc on a créé Transformation, qui est l'accompagnement des entreprises sur des sujets opérationnels. On y reviendra peut-être. Quatrième métier qu'on a développé par la suite, c'est des métiers d'expertise dont Alexis a la charge. Vous étiez très fort sur les fonds de private equity. C'est une offre qui a été portée par cette clientèle historique de fonds de private equity ou par les corporates sur lesquels vous êtes développé progressivement? C'est un peu des deux. On a à l'heure actuelle 60% corporate, 40% private equity. Ah oui. Donc, ce qui est clair, c'est que la croissance sur le corporate est venue de tous les métiers. Vous êtes passé des chiffres financiers au KPI opérationnel pour aider les entreprises à se transformer de façon plus opérationnelle. Oui, les KPI opérationnels, c'est plutôt c'est pas le but ultime, c'est un élément de mesure ultime. Le fond et l'essentiel de nos interventions, il est plutôt sur la définition de plans, l'identification des sources et des leviers d'amélioration de valeur. Et c'est ensuite, dans les phases de mise en place, qu'on met aussi des KPI opérationnels. Mais notre sujet, c'est surtout de s'assurer d'embarquer en fait l'ensemble des directions opérationnelles d'un groupe ou d'une filiale sur ce nouveau plan, avoir des objectifs communs et mettre en place concrètement chacune des actions qu'on a identifiées comme Très clair. majeures. Et alors l'autre pôle qui s'est structuré depuis la naissance et dans les 4-5 dernières années, pôle expertise financière, qui a, je crois, plusieurs composantes. Est-ce que vous pouvez nous exposer les différentes composantes? Absolument, merci Pierre-Étienne. Ingénierie financière est un regroupement de 4 expertises différentes, mais qui sont à chaque fois des équipes très dédiées, complètement dédiées. Vraiment, on a des équipes avec un niveau d'expertise qui est évidemment requis par le marché et par nos clients, très très pointu. Donc le premier pôle, qui est le pôle évaluation et modélisation, où on travaille sur des problématiques de valorisation dans des contextes transactionnels, comptables, fiscaux, j'allais dire l'évaluation financière assez classique. Un deuxième pôle qui connaît un très très grand développement également, qui est le pôle infrastructure project finance, donc projet de financement. On est financement de projet, on est sur une activité au service notamment d'industries qui sont en pleine transformation. Je pense à l'énergie, je pense au transport. Il y a énormément de projets, du greenfield, du brownfield et aussi du PPP, donc des mots qui sont assez clés, qui parleront à tous les spécialistes. Et donc là, encore une fois, une activité dédiée. Une troisième activité dédiée autour de l'immobilier, real estate chez nous. L'immobilier avec là encore une équipe totalement dédiée, des gens qui travaillent sur l'ensemble des aspects des projets immobiliers pour des promoteurs, pour des foncières, dans le cadre de due diligence, mais aussi d'amélioration de la performance, donc un vrai suivi et financier et opérationnel. Et puis un quatrième pôle qui s'adresse cette fois plutôt aux directions juridiques, mais aussi aux directions opérationnelles, qu'on a appelé Financial Expertise and Dispute Resolution. Alors, pardon pour l'anglicisme, très concrètement, on est sur l'expertise financière et de la résolution de litiges, où là, nous avons des experts du chiffre, mais qui s'inscrivent parfaitement dans une logique très souvent juridique, dans l'évaluation de préjudice, dans des arbitrages, dans des problématiques avec des connotations très juridiques, auprès de groupes qui sont confrontés à des conflits, potentiellement à des litiges. Je crois que, finalement, il faut se laisser porter par ce que nous dit le marché,
On essaye toujours d'être avec un temps d'avance, mais la réalité, c'est que les entreprises viennent nous voir aujourd'hui en disant est-ce que vous avez ce type de compétences, ce type d'expertise, et on doit y répondre très vite. La marque IT Advisory aujourd'hui a cette capacité à pouvoir fédérer, une sorte de franchise, à pouvoir fédérer un ensemble de compétences et d'expertise. Et oui, on est bien sûr en alerte et toujours très attentif à ce qui se passe sur le marché, dans notre environnement. Pôle qui n'est pas dans ce périmètre, mais qui montre le développement aussi fort de vos métiers, c'est la fiscalité. Et notamment, je crois que vous avez dans le pôle transformation, peut-être, ou dans le transaction, Dans la partie transaction, on a créé une offre fiscale. Oui, on a un cabinet qui est dirigé par Guillaume Rambry, en fait, qui est un cabinet fiscal spécialisé sur la partie transaction. Donc, ils font à la fois de la due deal fiscale dans le cadre d'opérations d'acquisition ou de cession et du tax structuring. Donc, comment je structure une opération d'un point de vue fiscal. Donc ces deux bras sont importants, mais on ira bien plus loin puisqu'on va accompagner aussi la plupart des groupes en fait sur des sujets de fiscalité internationale, qui est le prolongement naturel par rapport à ces activités-là. Le passé est assez impressionnant. Dans votre cycle de croissance, quel est le plan à 3 ans, 5 ans? Et où est-ce que vous voyez, soit en 2025, soit à la fin du prochain plan? D'accord. Bah, sur des éléments chiffrés, on est passé de 0 en 2009 à 140 millions à peu près sur l'année en cours, donc une croissance qui est relativement significative, et on Tout à fait. anticipe de continuer en fait une croissance très significative puisqu'on envisage un doublement en fait sur les 5 ans de l'ensemble de notre groupe, avec une expansion naturelle en tout cas des offres, hein, de façon à bien les avoir dans chacun des pays. C'est déjà le cas, mais il faut encore les développer bien plus. Ils sont encore en phase start-up dans la plupart de ces pays-là. Et puis en agrandissant probablement le nombre de pays aussi sur lesquels on peut être présent. Et en France aussi, on peut encore densifier aussi. Donc 2025 ou 2026, 280 millions. À peu près, on espère en tout cas, on verra comment se porte le marché. Le plus dur est fait. Il y a quand même eu quelques incidents industriels l'an dernier avec la crise du Covid qui a un peu ralenti notre croissance. On a néanmoins été en croissance l'année dernière de 11%. Je voudrais rajouter que la croissance, ce n'est pas un projet d'entreprise. Donc notre objectif aussi, c'est d'arriver à équilibrer en tout cas nos différentes activités, de vraiment répondre en fait sur des services à très forte valeur ajoutée par des services à très forte valeur ajoutée à nos clients, et on veut avoir une qualité de service qui reste irréprochable. Donc, s'il faut freiner la croissance, parce que à l'heure actuelle, il y a une guerre des talents, s'il faut freiner la croissance, on la freinera, mais on sera assez intransigeant sur la faculté de bien servir nos clients en France et à l'étranger. Bon, il faut peut-être revenir juste à la raison pour laquelle on a créé en fait ces deux cercles. On a évolué progressivement, comme on l'a dit, du monde du private equity au corporate. Alors, à l'heure actuelle, on est plutôt équilibré sur les deux activités. Pour servir des private equity large cap, clairement, il faut être présent dans les grandes villes européennes, à tout le moins. Donc, c'est pour ça que Francfort, Londres et Paris sont les trois places indispensables en fait quand on veut servir des fonds de grande taille anglo-saxons. L'activité et le développement de l'activité corporate drainent aussi le même type de demande. Il est difficile de faire une opération d'acquisition significative pour un groupe du CAC 40 sans avoir un minimum de présence internationale et de pouvoir monter des équipes qui ont cette capacité à traiter de la complexité liée aux opérations cross-border. Donc ça, c'est la raison pour laquelle en fait on s'est progressivement étendu. Donc on a commencé en fait par un premier cercle de pays proches finalement qui sont l'Angleterre. Vous étiez dès l'origine. On a lancé dès l'origine. La Belgique est arrivée en 2018, de même que l'Allemagne. Donc sur ces trois pays, dans chacun des pays, on a autour de entre 40 et 50 personnes. L'ensemble des métiers sont désormais représentés en fait sur ces 50 personnes, et chacun de ces pays a une croissance entre 60 et 100% en fait sur l'année en cours. Donc, à partir de cette base, on a commencé en fait à s'étendre de façon limitrophe. La Suisse en 2020. Les Pays-Bas en 2021, puisqu'on vient d'ouvrir le bureau d'Amsterdam. Donc là, c'est consolider des hubs régionaux, finalement, puisqu'ils ont une culture commune, une langue commune en tout cas. Et donc, on a la capacité à profiter en fait d'une base déjà installée de ressources pour pouvoir s'étendre en fait. Donc, c'est le cas aux Pays-Bas, puisqu'on a beaucoup de flamands et donc néerlandophones dans l'équipe qui est basée à Bruxelles. C'est la même chose en Allemagne, où on a à l'heure actuelle 3 bureaux, bientôt 4. Et on peut assez aisément contribuer et aider en fait au développement de la Suisse. Donc ça, c'est le premier cercle.
cercle de proximité, gros marché, gros potentiel, capacité à gérer. Il faut aussi trouver les hommes qui peuvent gérer ces entités. Et pour aller un peu plus vite et un peu plus loin, on a créé le réseau 8 International dont Alexis Reste une seconde préside. sur euh, combien de professionnels dans Eight Advisory aujourd'hui et puis combien sont en dehors de la France? Quel est le ratio France international aujourd'hui? Pour l'ensemble de 8, donc je dis autour de 550 à l'heure actuelle, autour de 600 à la fin de l'année. On a à peu près 150, un quart des personnes qui sont en dehors de France. D'accord. Et alors vous allez, vous, être un peu plus au-delà de l'Europe, Ouais. ou intra-Europe et au-delà de l'Europe, Aussi de l'Europe, ouais. sur le deuxième cercle. Oui, c'est pour compléter ce dispositif. Et finalement, ces bureaux, comme Eric Demuth l'expliquait, on est vraiment sur des bureaux de proximité. Il fallait aussi être présent dans d'autres pays parce que, là encore, nos clients nous le demandent. Et ce sont des évidences. On va parler évidemment des États-Unis. Il était indispensable d'avoir des partenaires américains. Dans certains pays d'Europe, nous avons repéré des structures indépendantes, mais qui nous paraissaient vraiment très très pointues et partageant la même philosophie, les mêmes valeurs qu'Eight Advisory. C'est le cas par exemple pour l'Italie, c'est le cas pour la Pologne, c'est le cas aussi pour la Russie. On a élargi le cercle vers l'Asie dès l'origine, puisque on a intégré un partenaire en Inde. Et puis, nous avons depuis, là je vous parle de 2017, la création de 8 International, le nom de cette alliance, avec des partenariats exclusifs, avec des gens que nous connaissons bien, avec qui nous travaillons très régulièrement. Nous avons élargi le cercle parce que des demandes arrivaient notamment sur l'Asie. C'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour la Chine également, c'est vrai pour Singapour, c'est vrai pour le Japon, et puis même encore plus loin, puisque nous avons régulièrement des opportunités en Australie, et donc nous avons à chaque fois identifié, sélectionné un membre du réseau international capable d'intervenir sur nos missions, justement en partenariat avec 8 Advisory. Aujourd'hui, Eight est sur les grandes transactions cross-border, que ce soit France to rest of the world, ou aussi non liées à la France. Alors, on Quelques peut peut-être exemples? citer quelques exemples. On a accompagné la cession en fait de Body Shop, société anglaise, rachetée par un acteur brésilien qui s'appelle Natura. Dans le milieu cosmétique, distribution cosmétique, tout le monde connaît Body Shop. On a accompagné récemment un grand groupe belge holding patrimonial dans le cadre de son acquisition d'une société d'e-com qui s'appelle Canyon, spécialiste du cycle, spécialiste européen du cycle, là aussi avec des très belles valorisations, avec une équipe mixte belge et allemande. On a accompagné le groupe Clarins, par exemple, dans la session de ses parfums, puisqu'ils ont cédé l'ensemble de l'activité parfum à un grand groupe du CAC 40. Et là, on a les accompagnés sur plusieurs volets, à la fois des sujets financiers, des sujets opérationnels, des sujets d'évaluation. Donc, en mixant en fait les équipes, on a réussi à les accompagner. Et là, de nouveau, c'est un business qui était totalement mondial. D'accord. Lancer un autre chapitre, c'est comment vous gagnez la bataille des talents. Il y a beaucoup de défis aujourd'hui dans cette bataille des talents. Et pour notre entreprise, évidemment, comme l'a rappelé Eric Demuth, c'est un sujet central. Il y a sans doute un effet générationnel. Il ne faut pas non plus le caricaturer, l'exagérer, mais il y a un effet générationnel. On a, notamment dans la population la plus jeune, un certain nombre d'engagements vis-à-vis des personnes que nous recrutons, autour de l'engagement sur le sens du travail, sur les missions que nous réalisons, sur l'équilibre de vie. Ce qui n'est pas facile. Nous travaillons dans un métier sur des métiers qui sont des métiers très intenses, avec des temps de réalisation assez courts, mais ça nous a conduit parfois à refuser des missions, à être beaucoup plus sélectifs sur les missions pour éviter justement d'empiler, pour le principe d'empiler des dossiers. Il faut faire attention, et c'est un vrai défi. C'est un vrai défi quand on est engagé dans la croissance, quand on est dans une dynamique aussi positive que la nôtre, de faire attention à ces équilibres de vie. En tout cas, c'est un point qu'on a très très fortement en tête, et on essaye de le réaliser, de le Vous avez manifester de déjà façon dit concrète. non à des missions Oui, bien parce sûr. que ça Bien devenait sûr. trop stretch? Bien sûr, et c'est le cas depuis plusieurs semaines. On sait que le marché des transactions est un marché qui est en plein boom actuellement. En plus, notre entreprise qui connaît cette très très forte croissance sur un marché porteur. Donc oui, ça nous amène à être beaucoup plus sélectif sur les dossiers, et donc parfois à refuser certaines missions. Je vais rajouter d'autres dimensions qui sont très importantes. On parlait de l'engagement, Pierre-Étienne. Je crois qu'il faut aussi parler, on a parlé de RSE tout à l'heure comme offre, mais notre entreprise aussi doit évoluer. Ça n'était pas quelque chose de naturel dans le monde du conseil financier de penser à RSE. Or aujourd'hui, tant nos clients que nos collaboratrices et nos collaborateurs nous parlent de RSE, veulent le vivre, ils sont très attentifs au type de mission qu'ils ou elles réalisent. Et donc on a un devoir d'avancer sur ce sujet, sur ces sujets. Encore un autre exemple,
le gender diversity, l'équilibre homme-femme dans l'entreprise, un vrai sujet. Nous sommes dans un métier, les métiers Très financiers, masculin. qui sont des métiers masculins. Alors, au démarrage, il y a parfois déjà des petits biais parce que dans les formations dans lesquelles nous recrutons, il y a plutôt une population masculine, mais il y a un vrai travail d'accompagnement tout au long de la carrière, notamment de notre population féminine. On est loin d'être parfait, il y a un vrai travail à faire, on en a conscience, on l'a identifié depuis plusieurs années, et donc on travaille sur des programmes qui permettent, par des ateliers, par des cycles de Parentalité. conférences, par des témoignages. On a notamment des témoignages extérieurs, on organise des cycles de conférences, de témoignages extérieurs, notamment de femmes qui ont progressé dans leurs organisations, qui viennent raconter les chemins qu'elles ont pu prendre pour réussir. Donc voilà, il y a un ensemble de thématiques qui sont des thématiques très très importantes. C'est pas pour se donner une bonne conscience, c'est pas des alibis, ce ne sont pas des alibis, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye vraiment d'implémenter au cœur de l'entreprise, parce que sinon, la bataille des talents, elle sera difficile à gagner. Un commentaire sur les prochaines étapes de la croissance Date et ses prochains défis peut-être. Continuer à se développer à l'international, on l'a évoqué tout à l'heure, des pays sur lesquels on doit se renforcer, parce qu'on a des demandes, parce qu'on doit être présent et parce qu'il y a des vraies opportunités de marché. Des recrutements de nouvelles compétences, on le voit, parce que la marque IT Advisory aujourd'hui est une marque qui permet de faire beaucoup de choses, beaucoup de métiers, beaucoup d'expertise qui seraient tout à fait légitimes. On a parlé de l'expertise de ESG, il y en a beaucoup d'autres auxquelles on réfléchit pour accélérer. Mais dans tous les cas, ça se fera toujours en accord avec les valeurs qu'on vient de rappeler. Ça paraît assez évident, mais je crois que l'ADN Date n'a pas fondamentalement changé depuis 2009. Vous savez, on dit toujours qu'au-dessus d'un certain nombre, on a du mal à garder ces valeurs et il y a un risque de dilution. Ce risque aujourd'hui, il est avéré. Je pense qu'on a plutôt bien réussi, tous ensemble et collectivement, à maintenir ces valeurs. Et l'âme de Hate et l'ADN de Hate sont les mêmes que ceux qui avaient été définis à l'origine en 2009-2010. En conclusion, même valeur, mais on change d'échelle. Beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité aussi. Nous sommes dans une époque de grande transformation et on le voit à la fois sur nos ressources et sur nos clients. Et donc être à l'écoute beaucoup, être à l'écoute encore et encore, prendre un certain nombre de décisions qui vont nourrir cette ambition, mais toujours avec cette humilité qui nous essayons de garder. Nous avons beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'humilité parce qu'on voit encore une fois à quelle vitesse le marché change. C'est utile, l'humilité. Toujours. Merci Alexis, merci Eric. Merci. Merci à vous.